Et si, en l'espace d'une seule journée, la guerre venait de basculer sans retour? Imaginez le choc. Une frontière invisible, franchie en un instant, qui fait basculer tout un pays dans la stupeur et la peur. Cette question, qui semblait hier encore théorique, s'est brutalement invitée dans la réalité ukrainienne. Ce matin-là, dans un port ukrainien clé, l'activité battait son plein. Des dizaines de dockers et de soldats s'activaient autour de conteneurs venus d'Europe de l'Ouest. Ces caisses renfermaient le fruit de mois de négociations diplomatiques, blindés, canons automoteurs, véhicules légers et tout un arsenal de pièces détachées. Les quais résonnaient du bruit des moteurs et des chaînes, tandis que l'on vérifiait chaque numéro de série, chaque palette, chaque caisse de munitions. Pour comprendre la scène, il faut se souvenir d'autres moments charnières de l'histoire militaire. En 1942, lors de la bataille de Stalingrad, le ravitaillement via la Volga s'était révélé vital pour la survie de l'armée rouge. Un simple pont flottant détruit, et la balance basculait. Ici, la logistique n'est plus seulement un soutien, elle devient la ligne de vie d'un pays en guerre. Mais soudain, l'enfer s'abat. À 11 heures, alors que le déchargement touche à sa fin, des sifflements stridents déchirent le ciel. Des missiles, guidés avec une précision diabolique, frappent l'un après l'autre les points névralgiques du port. En moins de 5 minutes, toute la zone logistique se transforme en un champ de cendres et de décombres. Les images font le tour du monde. Une colonne de fumée noire s'élève, occultant le soleil. Les entrepôts éventrés laissent échapper des flammes oranges et bleues. Des silhouettes, paniquées, fuient entre les carcasses de véhicules calcinés. Des camions-citernes explosent, projetant des gerbes de feu à plusieurs dizaines de mètres. Les sirènes hurlent, mais les secouristes hésitent. Chaque tentative d'approche déclenche de nouvelles explosions secondaires, preuve que les dépôts de munitions ont été touchés. Ce n'est pas seulement la destruction matérielle qui sidère, mais aussi la vitesse et la coordination de l'attaque. Chaque seconde compte. Les pompiers savent qu'une minute de retard peut coûter des dizaines de vies. Pourtant, ils avancent, protégés par des plaques d'acier improvisées, risquant tout pour sauver ce qui peut l'être. Les dirigeants ukrainiens, confrontés à la stupeur collective, confirment l'attaque. Mais ils refusent de divulguer le moindre détail. Pas de bilan chiffré, pas de liste des pertes. Ce silence, loin de rassurer, alimente un torrent de rumeurs. Dans les groupes Telegram et sur les réseaux sociaux, chacun y va de son estimation. 100 de véhicules détruits. 200. Personne ne sait. Cette incertitude, calculée ou non, gangrène la confiance jusque dans les couloirs du pouvoir. Pour mieux comprendre, évoquons un précédent célèbre. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, un convoi logistique américain avait été décimé près de Nasiriyah suite à une fuite d'informations. Les conséquences avaient été immédiates. Pénurie de carburant, ralentissement de l'offensive et surtout une onde de choc psychologique parmi les troupes. Ici, le scénario se répète, mais à une échelle démultipliée. Les analystes, dès les premières heures, parlent de pertes matérielles hors du commun. Selon plusieurs sources concordantes, des dizaines de blindés et de canons, fraîchement arrivés d'Europe, ont été anéantis en quelques secondes. Les dépôts de munitions, les citernes de carburant, même les rails et les grues ont été visés. La destruction est telle qu'il s'agit, peut-être, du coup le plus méthodique jamais porté contre l'appareil logistique ukrainien. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail de l'opération pointe vers une préparation méticuleuse. Certains experts évoquent l'utilisation de satellites commerciaux pour repérer les mouvements de cargaison. D'autres soupçonnent une fuite interne, peut-être une photo innocente partagée sur un réseau social qui aurait suffi à trahir l'emplacement exact des équipements. La synchronisation des frappes, la sélection des cibles, tout indique une maîtrise inquiétante des failles du dispositif ukrainien. C'est comme si l'ennemi avait eu accès au plan de livraison, à la minute près. Mais au-delà des pertes en matériel, c'est l'ensemble du système d'approvisionnement de l'Ukraine qui vacille. Ce n'est plus une cargaison isolée, ni un simple stock, mais la capacité même du pays à tenir sur la durée qui se retrouve menacée. Chaque livraison détruite fragilise la résistance, érode la confiance dans l'aide occidentale et sape le moral des troupes. Ce jour-là, la guerre a changé de visage.
elle a quitté la boue des tranchées pour se déplacer vers l'ombre des entrepôts et des quais. La logistique devient le nouveau champ de bataille, un théâtre où la moindre négligence peut coûter la victoire. Ce bouleversement ne s'arrête pas à la frontière. Déjà, les capitales européennes s'inquiètent. L'équilibre du continent tout entier semble vaciller. Mais comment une telle opération a-t-elle pu réussir avec une telle précision? Derrière ce choc logistique, des indices troublants émergent. Pourquoi cibler précisément ce port, et non un autre? La réponse dépasse de loin la simple logique militaire. Sur ces quais, la logistique occidentale concentre la quasi-totalité des flux essentiels vers l'Ukraine. C'est l'artère vitale où transitent armes, équipements, vivres, carburant et tout ce qui permet aux soldats de tenir sur le front. Chaque nouvel arrivage est un souffle de vie pour les défenseurs ukrainiens, reliant directement les arsenaux alliés aux lignes de combat. Il n'existe pas d'alternative crédible. Ce port, modernisé à grands frais depuis 2014, était censé résister à tout. Mais à force de concentrer les flux, il est devenu le talon d'Achille du soutien international. Le choix du port n'est pas anodin. C'est un peu comme lors du débarquement en Normandie, en 1944. Les Alliés avaient compris que sécuriser quelques ports clés permettait de soutenir l'effort de guerre sur la durée. Mais à l'inverse, ici, la centralisation s'est retournée contre l'Ukraine. Au fil du conflit, la stratégie adverse s'est affinée. Fini le temps des frappes sur les stocks éloignés ou les dépôts secondaires. Désormais, l'ennemi vise la racine du ravitaillement. Neutraliser les points de livraison, là où les renforts, encore vulnérables, n'ont pas encore été déployés ni dispersés. Cette dépendance absolue nourrit tension et paranoïa. Chaque convoi, chaque navire, chaque camion devient une cible potentielle. La sécurité des trajets n'est plus l'affaire des logisticiens, mais une obsession qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères diplomatiques. Le danger est énorme. En concentrant la quasi-totalité des flux sur un seul port, l'Ukraine s'expose à la menace d'un coup de massue capable de paralyser sa défense en quelques minutes. Le moindre incident peut désormais redéfinir l'équilibre du conflit. Mais ce qui s'est produit ce jour-là va bien au-delà de la simple logistique. Ce matin-là, rien ne laissait présager que la routine allait voler en éclats. Les équipes, habituées à jongler avec les urgences et les imprévus, s'attendaient à une journée difficile, mais rien ne les préparait à l'apocalypse qui s'est abattu sur eux. Quand la précision devient une arme à part entière, tout change. La séquence de l'attaque sidère jusqu'aux experts les plus chevronnés. À la minute exacte, des frappes coordonnées s'abattent sur le port, juste au moment où les soldats déchargent le matériel militaire venu d'Europe de l'Est. Les missiles, guidés par satellite, frappent avec une justesse implacable. Chaque impact anéantit une cible vitale, faisant voler en éclats les hangars, les grues, mais aussi les centres de contrôle logistique. Au moins une trentaine de véhicules militaires, dont des blindés ultramodernes, des batteries d'artillerie automotrice, des véhicules de soutien médical, sont détruits avant même d'avoir touché le sol ukrainien. Ce matériel, flambant neuf, devait permettre de colmater les brèches sur la ligne de front. En moins d'une minute, ces renforts partent en fumée, réduisant à néant des semaines de préparation et d'espoir. Le chaos est total. Les routes stratégiques menant au port sont coupées par les débris et les incendies, isolant la zone du reste du pays. Des citernes de carburant explosent en chaîne, propageant des flammes sur plusieurs hectares. Les lignes électriques, arrachées, plongent des quartiers entiers dans l'obscurité. Les secours doivent opérer dans des conditions dignes de Tchernobyl, bravant fumée toxique et risque d'effondrement. L'onde de choc va bien au-delà de la ville. Plusieurs entreprises occidentales annoncent, dès les premières heures, la suspension de leur livraison. Le niveau de risque est jugé inacceptable. Le transport aérien et maritime international est brutalement interrompu. Les contrats, pourtant signés de longue date, sont remis en question. Chaque partenaire reconsidère la viabilité de son engagement. En coulisses, les assurances refusent de couvrir de nouveaux envois. Les diplomates s'inquiètent désormais de la sécurité de chaque convoi, même ceux destinés à l'aide humanitaire. Au sommet de l'État, le doute s'installe. Une telle précision d'attaque serait-elle possible sans complicité, fuite d'informations ou sabotage? Les rumeurs enflent, alimentées par le mutisme officiel et la stupeur générale.
Désormais, chaque convoi peut devenir une cible. La confiance dans l'aide internationale chancelle, et sa valeur, autrefois inquestionnée, devient source d'angoisse. Ce n'est plus une attaque isolée, mais un avertissement lancé à toute la chaîne logistique occidentale. Si la vulnérabilité persiste, c'est toute la stabilité stratégique qui vacille. Sous la surface, une question lancinante émerge. Qui a permis une telle opération? Derrière le silence, certains traquent déjà le traître ou le maillon faible. Et si la guerre se décidait désormais loin des tranchées, dans les arrière-cours, les entrepôts, les salles de réunion? Depuis la destruction de ce port majeur, c'est tout un équilibre stratégique qui s'effondre. Plus qu'une défaite militaire, c'est une onde de choc qui fissure la confiance jusqu'au cœur des capitales alliées. À Bruxelles, Berlin, Washington, les réunions d'urgence s'enchaînent. Les alliés de l'Ukraine cherchent à comprendre comment garantir l'acheminement de leur aide militaire. Les débats, feutrés mais électriques, s'attardent sur la réorganisation des routes logistiques. On propose de nouveaux ports de secours sur le Danube, mais leur sécurité reste à démontrer. Nul ne peut promettre que les prochaines livraisons, pourtant vitales, arriveront sans entrave. Dans les médias ukrainiens, une fracture inédite apparaît. Pour la première fois, le mot « trahison » s'invite au grand jour, semant la discorde jusque dans les couloirs du pouvoir. L'hypothèse d'une fuite, voire d'une infiltration ennemie, fragilise l'unité nationale. Le soupçon plane, ralentissant chaque prise de décision. Dans les rues, la panique initiale fait place à une lassitude glacée. Les habitants, privés d'électricité, contemplent leur ville figée, impuissants. Le moral des troupes s'effrite. Chaque minute sans ravitaillement pèse, chaque jour sans renfort devient un risque mortel. Face au chaos, la diplomatie prend le pas sur la logistique. L'envoi d'armes, hier automatique, devient objet de tractations interminables. Une nouvelle expression surgit. Fenêtre humanitaire. Elle traduit la peur d'une rupture totale de l'aide, où la survie des civils primerait sur l'effort de guerre. C'est toute la défense ukrainienne qui vacille. La perte de crédibilité ne menace pas seulement Kiev, elle fissure la cohésion occidentale. Sans ce port, s'ouvre une crise politique sans précédent, où chaque soutien doit se réinventer sous la pression. Une question obsédante plane. Combien de temps l'Ukraine peut-elle tenir dans cette incertitude? Les prochains jours pourraient faire basculer la guerre dans une nouvelle ère. La guerre de l'invisible s'impose. Survivre quand chaque cargaison devient un secret d'État. Désormais, il ne s'agit plus seulement de déplacer des blindés ou des munitions, mais de camoufler chaque livraison, chaque palette d'eau ou de médicaments. La logistique s'est transformée en point névralgique du conflit, là où tout peut basculer en quelques heures. Première leçon brutale. L'ère de la toute-puissance logistique est révolue. Centraliser les flux dans quelques ports, c'est offrir à l'ennemi la possibilité de frapper au cœur. Pour rester en vie, il faut éclater les itinéraires, multiplier les accès, accepter l'incertitude permanente. Il vaut mieux perdre en vitesse pour gagner en résilience. Exemple concret. Lors de la guerre du Golfe en 1991, l'armée américaine avait multiplié les points d'entrée au Koweït pour éviter tout blocage total. Cette dispersion logistique, coûteuse, avait permis de maintenir la cadence des renforts et des ravitaillements, même sous la menace des missiles Scud. La sécurité de l'information devient vitale. Le moindre message, l'appel radio le plus banal, une simple photo prise par un ouvrier peuvent trahir un convoi. Les services adverses n'ont plus besoin de satellites sophistiqués. Quelques données volées suffisent à transformer une opération en catastrophe. Des mesures pratiques s'imposent. Crypter chaque communication, limiter le nombre de personnes informées, segmenter les chaînes de décision. Chaque acteur, du chef de gare au ministre, doit apprendre à compartimenter l'information. L'aide occidentale, hier affichée en pleine lumière, s'organise désormais dans l'ombre. Fini les convois filmés, place à l'invisibilité. Il faut fragmenter les chaînes d'acheminement, utiliser des voies détournées, brouiller les pistes par de fausses informations, changer d'itinéraire à la dernière minute. Un seul revers ne doit plus paralyser l'ensemble du système. L'assistance survit à la condition d'être insaisissable. Mais la résilience, ce n'est pas seulement une question de matériel ou de technologie.
Sur le terrain, la solidarité locale, l'ingéniosité des civils, la rapidité d'adaptation deviennent décisives. Quand tout s'effondre, ce sont les chaînes humaines qui rétablissent un ravitaillement, organisent une évacuation, transmettent une alerte vitale. Protéger le moral et la capacité d'agir de la population, voilà le cœur de la survie. Pour illustrer ce point, souvenons-nous du siège de Sarajevo dans les années 90. Privés de tout, les habitants avaient mis en place des filières clandestines pour importer nourriture, médicaments et même des livres. Ce sont ces réseaux improvisés, invisibles, qui ont permis à la ville de tenir face à l'adversité. La véritable bataille a changé de visage. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser des caisses d'armes, mais de préserver la chaîne de décision, d'empêcher la panique, de garantir que les leaders et volontaires puissent agir malgré la peur et le doute. L'organisation humaine devient l'arme ultime de la résistance. Face à cette mutation, personne n'est à l'abri. Dirigeants, soldats, civils ordinaires. Ignorer cette nouvelle guerre de la logistique, c'est risquer la rupture totale, non seulement perdre du matériel, mais voir tout un système s'effondrer sous la pression. L'adaptabilité et la discrétion sont devenues des armes aussi redoutables que les missiles. Ce bouleversement logistique ne se limite pas au front. Il redéfinit les équilibres internationaux. Quand la moindre cargaison devient une question diplomatique, chaque échec ou réussite résonne bien au-delà des frontières. La prochaine bataille se joue déjà, à la vue de tous. Mais saurez-vous la reconnaître? L'attaque foudroyante sur un port ukrainien n'était pas un simple coup d'éclat. Elle a exposé une vérité dérangeante. Le conflit se déplace là où, hier encore, personne ne regardait. Désormais, la logistique, longtemps reléguée à l'arrière-plan, devient le cœur du champ de bataille. Chaque convoi, chaque quai, chaque livraison se mue en cible stratégique. Acheminer un canon ou un blindé n'est plus une question de technique, mais une épreuve de volonté politique. La notion même de sécurité des routes de ravitaillement vacille, avec elle, la solidité de l'aide occidentale. Fermer les yeux sur cette transformation, c'est se condamner à mal comprendre la suite de la guerre. Une seule frappe, minutieusement orchestrée, peut désorganiser des semaines entières de planification, semer le doute parmi les alliés et installer la peur jusque dans les capitales d'Europe. Dans cette nouvelle configuration, l'Europe ne peut plus se permettre l'improvisation. Des scénarios doivent être envisagés. Ouvrir de nouveaux points d'entrée, multiplier les corridors ferroviaires, sécuriser les routes grâce à des systèmes de brouillage électronique, ou même recourir à des convois humanitaires camouflant du matériel stratégique. Les gouvernements doutent, les promesses se fragilisent, les délais s'allongent. Chaque hésitation, chaque report, ajoute une menace supplémentaire sur la stabilité du continent tout entier. Ce tournant n'est pas réservé aux militaires ou aux diplomates. Il nous concerne tous. Si la logistique devient la clé du conflit, alors toute lecture superficielle nous prive de compréhension. Refuser d'y prêter attention, c'est accepter d'être pris au dépourvu. Désormais, la suite de la guerre ne se mesurera plus uniquement en kilomètres gagnés, mais en convois passés ou détruits, en alliances tenues ou brisées. L'Europe doit se préparer à une ère où l'invisible, les flux, les réseaux, la confiance, pèsera plus que les chars ou les drones. Ce nouveau théâtre exige une vigilance extrême. Sous-estimer la vitesse du changement, c'est laisser la guerre imposer ses règles à ceux qui la vivent, la commentent ou la subissent. Pour saisir ce qui se joue, il faut voir au-delà des explosions et des bilans. La guerre logistique commence à peine, et ces ondes de choc pourraient redessiner l'avenir européen pour de longues années. Mais, dans ce tumulte, demeurent des pistes concrètes pour regagner l'initiative. Diversifier les points d'entrée, former les équipes à la contre-ingérence, investir dans le brouillage électronique, encourager la résilience locale et renforcer la coopération entre alliés. L'histoire l'a prouvé. Aucune armée ne gagne seule. La victoire appartient à ceux qui savent s'adapter, partager l'information sans la trahir et préserver la confiance au sein de la société. L'incertitude règne, mais la résilience n'est jamais un vain mot. La logistique, devenue invisible, sera peut-être ce qui décidera du sort de la guerre et de la paix pour toute une génération. La question n'est donc plus « peut-on sauver un port ?», mais « saurons-nous inventer la logistique de demain ?» La réponse, chacun la porte, à sa manière, dans le moindre geste,
la plus petite vigilance, la solidarité du quotidien. Car au fond, si la guerre de l'ombre est la plus dangereuse, elle offre aussi à chacun une part de responsabilité et d'espoir.